Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, les titulaires sont une équipe remaniée avec des retours de blessures, des absents, mais quand même une très belle équipe avec un grand retour pour notre défense, puisque c'est Mehdi qui va jouer derrière. Comment il va, Mehdi? Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, dames, ça va et vous? Ça va, tu peux me tutoyer, mais ça fait longtemps qu'on s'est perdu. Je t'ai vu hier soir, Kono. C'est vrai. En défense, je t'ai vu, on s'est pas vu. Ouais, voilà, c'est ça. On s'est vu sans se voir. Je suis pas sûr de t'avoir vu. C'est une bonne idée de te mettre en défense, mais au milieu de terrain, on a notre Nathan. Comment il va, Nathan? Ça va, de retour aussi. Bon, depuis moins longtemps que Mehdi, mais de retour. Et devant, il marque pas, mais on aime bien, c'est Auxence. Comment il va, Auxence? Je prends cher chaque semaine, c'est toujours un plaisir. Bonsoir à tous. Il faudrait marquer peut-être pour plus te faire vanner, non? Et j'attends la reprise du championnat FSGT tout simplement. Ah. Et ouais. Pour coacher tout ça, il est en transe parce qu'on a un petit problème technique et c'est pour ça qu'on s'excuse de notre retard. On n'aura pas de Facebook Live ce soir, il faudra passer par la radio si vous voulez nous écouter. Vous pouvez quand même réagir avec nous par les réseaux sociaux. C'est Vincent, comment il va, Vincent? Ça va super, juste ça sert à rien de dire ça puisque ceux qui sont en Facebook Live ne nous entendent pas puisqu'il n'y a pas de Facebook Live. Alors vous pouvez envoyer des textos à Vincent au 06. Le compte MySpace qui est réactivé à l'occasion. Donc désolé pour le retard, on va vous mettre un petit message de toute manière. Mais Elliot n'est pas là et tout part en vrille quoi quand même. Donc. Et non, Elliot n'est pas là, et je l'embrasse d'ailleurs. DJ Lich n'est pas là ce soir, c'est comme ça qu'il voulait s'appeler. Il m'a dit que l'émission serait moins bonne ce soir. Est-ce que c'est pas lui qui a pas saboté le studio? J'en suis sûr. Nous faire galérer un peu. On embrasse aussi Fredo et Yves qui sont absents. Au programme aujourd'hui, beaucoup de choses. On va essayer de faire ça en condensé parce qu'on a pris pas mal de retard, même si on va essayer de déborder un petit peu. Le résultat des matchs des jeunes et des féminines, des Briefs de Toulouse Strasbourg. On aura un arbitre avec nous au téléphone. La preview de Lens TFC. Si ça marche. Avec Mickaël qui vient de lensois.com. Et ben je vais y arriver. Ainsi qu'un petit quiz à la fin. Vous pouvez réagir en direct avec notre hashtag FDM Toulouse sur notre page FDM Foot. Pas sur le Facebook Live, mais en message privé sur Insta. Ou si vous voulez encore mieux, appelez le 05 61 80 40 40. C'est parti pour la 176e émission. Quels objectifs vous fixez pour cette saison? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. Le TEF vient de lancer un sondage auprès de ses supporters avec une enquête en corrélation avec la LFP. Ça a été fait un peu partout dans les clubs qui tournent sur les matchs, la sécu, la buvette, en passant par la pyro, même la restauration. Messieurs, est-ce que vous avez répondu à cette enquête? Alors moi personnellement non, désolé. Mauvais élèves encore. Ouais. Mais il est en vacances en plus, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis pas en vacances encore. La semaine prochaine. Et ouais. Et puis au lycée, il a grandi le petit. C'est vrai, pardon. Mehdi, t'as répondu toi, non? Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé en retard au foot. Voilà, Camille m'a mis en retard. Oui, il est en non, colère contre la buvette. C'est ça? Trop de temps d'attente. Oui, entre autres, même si on en est à trouver des combines, quand est-ce qu'il faut y aller, etc. Non, j'ai répondu à ce questionnaire. Je comprends qu'il pose ces questions-là. J'espère que tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, même les associations sportives font ce genre de choses parce que pour moi c'est quelque chose de normal d'interroger les gens puis du moment du là-dessus. public. Mais j'ai vu un tweet passer d'un mec de Lens qui mettait après le même sondage pour le Stade Bollard. Donc comme ça en rapport avec en corrélation avec la LFP, je pense que ça a été donné à tous les clubs qui ont dû faire leur tambouille à eux. Mais c'est quelque chose qui est voulu quoi. Ouais, après, ça te dégage peut-être des tendances, mais bon, après de là... En fait, il y a tellement de questions qu'à un moment donné, je suis incapable de vous dire exactement les réponses que j'ai mises exactement, là, quoi, tellement il y en avait, donc c'est quand même un peu fouillis, quoi, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai que ça prend, on va pas se mentir, ça prend 15-20 minutes facile si on prend le temps d'y répondre, donc il faut vraiment prendre le temps de le faire, d'y réfléchir, de vraiment donner un avis. Ça peut rester confidentiel, même si à la fin, par exemple, on peut envoyer un mail pour gagner un maillot. Mais on passe vraiment sur tout, de la sécu du stade avec est-ce qu'on veut plus de policiers, à comment est le burger, est-ce que vous voulez des produits occitans. Enfin, c'est vraiment, genre, on a un panel de vraiment toutes les questions. Ça reste intéressant, je trouve. C'est une bonne initiative. On peut plus que valider. Ouais. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si c'est pour, en gros, utiliser le sondage en se disant, des supporters qui s'en foutent de tout, qui sont juste là pour supporter, donc entre guillemets, les ultras, machin, etc. Ils sont pas si nombreux que ça, parce que ça peut servir à ça aussi, hein, ce genre de sondage. Voilà, et ils sont pas opposés à l'américanisation, machin, etc. Je pense que c'est ça qu'ils attendent. Et
Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, comme ça, c'est un débat qu'on a déjà eu, et je sais qu'il y en a certains autour de la table, certains qui sont pas là à l'émission, qui ne veulent pas de ça, mais moi je considère qu'il faut un foot pour tout le monde, et voilà, moi je suis pas obligé, je n'irai pas à toutes les animations que le TEF propose parce que ça ne m'intéresse pas, mais je peux vivre moi la manière dont je vais au stade, qu'il y ait ces animations ou pas. Voilà, de la façon dont je veux, donc voilà, que les gens qui ont envie, c'est ça, c'est un choix. Au moins les gens ont le choix, et ça te permet d'attirer, voilà, c'est cool quand il y a plus de 20 000 personnes, d'attirer certains types de supporters, donc pourquoi pas, quoi. Après, j'espère que ce sondage sera fait à des fins d'amélioration, et comme tu dis, pour voir un peu, mais j'espère que tout le monde va essayer de jouer le jeu, et que ce soit pas non plus que les, comment dire, que des cibles, pas des cibles faciles, je sais pas comment dire, mais que voilà, tous ces supporters, les anciens ou ceux qui sont aussi un peu contre, aillent participer, parce qu'il y a vraiment de tout sur ce sondage, c'est vraiment accès à tout le monde. Si tu as envie de manger et que tu manges jamais au stadium, des questions sur la restauration, pire tu les passes, c'est pas grave. Mais pour ceux qui prennent le temps d'aller bouffer un sandwich, une connerie, je pense que c'est intéressant. Donc voilà, il faut quand même le faire, il faut voir. Après, il faut voir ce que ça donne, comment ça va être exploité. Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu peur qu'ils nous sortent peut-être des trucs après où on va pas trop être d'accord et qu'ils nous disent attendez, on vous a demandé les gars. Ça ressort du sondage. Et si tout le monde ne participe pas, tu vas avoir cette tendance. Voilà. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être la petite crainte, mais bon, l'initiative quand même reste chouette. Ouais, surtout qui va le faire, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas toujours non plus ceux qu'on cible vraiment qui le font. Donc à voir. On va enchaîner sur les résultats des jeunes et du centre de formation et des féminines, Nathan. Ouais, alors on va débuter avec la N3 qui a perdu 2-1 sur le terrain de Bagnols-sur-Cèze, donc avec un but de Ramad qui a marqué en fin de match. Donc ils sont 7e à 4 points du second, et iront à l'Union Saint-Jean donc le week-end du 5 novembre à 17h. Les U19, ils ont gagné 1-0 face à Bel Air, grâce à un but de Amadou Camara, donc sur coup franc. Ils sont seconds à 1 point de Montpellier. Ils iront à Nice le 5 novembre également à 15h, qui est 12e. Et les U17 pour terminer avec le centre de formation masculin. Donc ils ont gagné 2-1 contre Mérignac avec un but de Ismaël Silla et Mohamed Daïf. Donc ils sont 4e à 3 points de Nîmes. Ils iront à Canet-Roussillon le 6 novembre à 15h. On va passer avec la section donc féminine. Donc la D2 a perdu 4-0 à Grenoble. Elle se retrouve 10e à 3 points du 6e Le Puy, et elles recevront la SSE qui est première donc ce samedi 29 octobre à 15h. La R1 elle était exempte ce week-end et elles recevront Gaillac le 12 novembre. Elles sont secondes avec une journée de plus que Colomiers et Toulouse Métropole qui ont 15 et 13 points donc respectivement. Et les 19, donc elles ont fait 2-2 face à la SSE, elles sont secondes à 3 points des Stéphanoises, et elles recevront donc Grenoble le 5 novembre à 4h30. Un bilan bon, ouais, moyen. Voilà, ouais, dommage pour la N3 voilà, qui confirme pas, et après bon, derrière on est habitué avec les 17 et les 19 que ça gagne. Enfin, les 19 quand même, il y a encore 9 sur 11, c'est des U18 qui jouent, donc des premières années. Je sais pas si c'est le cas dans tous les clubs pro, mais ils en ont moins que les autres et ils sont secondes du championnat, quoi. Ouais. Honorable. C'est bon. C'est les féminines qui m'inquiètent. Les féminines, c'est très compliqué. Ah, c'est trop compliqué. Ouais, mais Grenoble, elles étaient derrière à un point, tu vois, c'était pas non plus dans une grosse dynamique. T'en prends 4 là-bas. Il y a un fossé quand même entre la R1 et la D2 aussi, donc il faut quand même avoir ce centre d'adaptation. Certes, mais. Avec un recrutement, il me semble qu'il y avait pas mal de. Non, mais un recrutement assez large aussi cette année. C'est surtout qu'avec les 6 descentes sur 12, c'est ça qui est dur, parce qu'à la limite, tu te serais battu dans un championnat normal, ça aurait pu le faire. Là, ça va être dur. Ça va être très très dur. En tout cas, on va suivre ça de près. Samedi prochain, en plus, il n'y a pas match. Donc, peut-être on va essayer d'aller les voir aussi. Ça peut être sympa de les encourager, surtout avec la réception de Saint-Étienne qui sont premières. On va enchaîner, messieurs. On va passer sur le retour du match. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur ce match Toulouse-Strasbourg et ce match nul de dimanche. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. Avant qu'on entame sur le sportif, on aimerait faire un petit point sur la banderole qui était faite par les Indians. C'était Fred qui nous avait préparé la chronique, mais qui malheureusement n'a pas pu venir au dernier moment, donc on va la reprendre. La banderole, je vous la cite: reconnaissance faciale, billets, nominatifs et carte du supporter. Sommes-nous citoyens ou rats de laboratoire? Non au rapport Bauer.
Donc c'est une banderole qui est totalement mise pour dénoncer ce fameux rapport Bauer, et nous on voulait mettre un petit peu en éclaircie ce rapport Bauer pour peut-être ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc c'est beaucoup de groupes de supporters, d'associations ont râlé contre ce rapport. Donc qu'est-ce que c'est ce rapport ? Suite aux divers événements survenus dans les stades du foot français, la FP a fait une demande à un criminologue, Alain Bauer, et comme l'a très bien dit Alex dimanche en virage, quand tu fais appel à un criminologue, le terme est fort. Le terme est très fort pour parler d'un supporter. Donc déjà ça envoie ça met les choses sur la table. Donc sur la gestion des supporters, donc un discours vers un dialogue où il nous dit il faut considérer que les supporters sont des partenaires et pas des adversaires. Cependant, c'est pas suivi dans les actes parce qu'il y a pas eu de consultation et d'élaboration de ce rapport à fait avec l'ANS, l'Association nationale des supporters, qui est très connue dans le monde du supporterisme. Du supporterisme, merci Mehdi. Donc voilà, il y a quelques mesures phares, entre guillemets. Donc la reconnaissance faciale, une mesure qui demandera l'utilisation d'un logiciel avec des fichiers photos de chaque personne qui se dépassera au moins une fois dans un stade. Si le système déjà testé avec un taux d'échec de 95% n'est pas fiable, il soulève surtout le problème de la mise à disposition de ce fichier des clubs, fédérations et entreprises. La justification de son utilisation pour le rapport comme garantie de l'application des interdictions de stade est totalement fausse. La garantie de l'application des IDS et le pointage au commissariat. Si cas de pointage, si pas de pointage, c'est garde à vue et emprisonnement. On a ensuite le billet nominatif. Une solution qui n'est pas forcément très utile, qui ne permet pas forcément l'identification des personnes, mais contribue au fichage des personnes. Parce que comme vous le savez, on peut tous avoir notre abonnement qui est mis avec notre nom, et pourtant on peut quand même le passer à quelqu'un d'autre. Ensuite, la carte de supporter, carte nécessaire pour accéder à un secteur du stade. Ce secteur sera le seul endroit qui autorisera à se tenir debout, à avoir des drapeaux de plus de 1 mètre sur 1 mètre, à utiliser des tambours et des mégaphones. Donc là on cible vraiment clairement les ultras. Cette carte payante contiendra un certain nombre d'infos personnelles comme l'identité, l'adresse, le numéro de portable, la pièce d'identité, l'adresse mail, et son obtention sera possible qu'au plus de 16 ans. Déjà utilisé en Italie et au Portugal où ça a totalement foiré, on va pas se mentir. Discrimination aussi quoi. Totalement. Ces mesures prônées par ce rapport Bauer ont déjà été testées par le passé dans d'autres pays, ont été strictement rien apporté, mais surtout une atteinte aux libertés basiques de n'importe quel supporter. Il y a néanmoins certaines mesures positives dans ce rapport, comme la formation des stadiers, la réflexion de l'utilisation de la pyro au sein des enceintes, et privilégier les sanctions individuelles aux sanctions collectives. Mais ces 3 points ne sont pas prônés depuis, ces 3 points ne sont pas nouveaux et prônés depuis longtemps par les assauts de défense du supporter. Tels que la DIST, j'ai envie de dire, mais pas que, surtout l'ANS, j'ai perdu, pardon, c'était que l'ANS. Donc, un rapport qui est quand même très très lourd, et unilatéral quand même, j'ai l'impression que ça va beaucoup dans un seul sens. Unilatéral, ça je suis totalement d'accord. C'est ça qui est un peu plus dérangeant, après qu'il y ait des mesures pour améliorer... autant pour éviter les débordements dans les stades, c'est normal aussi, mais c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, il n'y a pas de concertation, et le but d'un dialogue, c'est qu'il y ait une concertation. C'est surtout, moi, le sommes-nous citoyens au rat de laboratoire, cette phrase, je trouve elle est très importante, parce que c'est déjà arrivé que dans des stades on teste des mesures sécuritaires et que ça soit appliqué ensuite dans la société. Là on est clairement sur quelque chose de répressif, de fichage, etc. C'est quand même, je trouve c'est quand même lourd ce qu'ils nous ont pondu là. Puis faire appel à un criminologue, c'est assez fort, et c'est assez c'est pas forcément adapté. Moi je pense que le dialogue, et puis des dialogues il y en a dans les clubs entre les groupes de supporters, des fois il y a le dialogue qui est un peu plus difficile entre certains groupes et certains clubs, mais ça reste une base d'amélioration. Donc t'as des références supporters qui sont là pour aussi parler avec le club, dialoguer. Donc moi le souci c'est que j'ai l'impression ça vient que d'un côté, et ça vient juste mettre de la contrainte en disant appliquer ce qui est dit, puis ça manque de dialogue pour moi. Qui est une remise en question de ce qui se passe dans les stades, qu'on y réfléchisse, qu'on veille à améliorer les choses. Ok. De cette manière-là, à part attiser les tensions, c'est ça. Je vois pas à quoi ça va nous mener. Absolument. Enfin, franchement, je vois pas. Plus c'est répressif, plus ça amènera justement aux tensions. Mais putain, il y a des caméras partout dans le stade. Les fauteurs de troubles, tu les trouves tranquillement, quoi. Enfin, ils sont pas embêtés. À chaque fois, quand il faut reconnaître quelqu'un qui allume une torche, ils ont jamais de soucis. Il y en a qui passent au travers des fois, mais souvent il y a toujours
Ils n'ont jamais eu de difficultés pour retrouver les... Avec les moyens que tu as, bon après c'est toujours pareil, c'est un problème d'éducation, hein. Le foot devient complètement fou, ce qui se passe dans les stades, les gens sont débiles, mais la société devient de plus en plus débile de toute manière, donc ça va avec. Et le foot, c'est les arènes romaines de l'époque. On voit que les gens viennent se décharger, ils font n'importe quoi. Moi, je pense que les gens, des fois, ils devraient se regarder, se regarder. On est d'accord. Franchement, il se passe des choses. J'entends des choses, des papas avec des gamins à côté dans des stades, mais les gens sont ridicules dans un stade. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et après, putain, il y a des caméras partout dans un stade. Faites votre travail, identifiez, sanctionnez plus que ça. Et c'est un petit peu schizophrène, moi je trouve, parce que tu vois, d'un côté on est en train aussi d'essayer d'améliorer pour la pyro, etc. Où il y a eu on était stade test, ça, où ça se passe bien, où tout le monde prend un peu conscience que c'est quand même un spectacle, que c'est beau, que ça peut être fait dans des trucs bien. Et à côté de ça, on te sort un machin comme ça. C'est une face avancée, t'as l'impression, t'as un petit bras tendu et après un gros recul. Auxence, t'as pas entendu sur la question, toi qui j'aime bien l'idée du coup de massue caché comme ça. Avec ton jeune âge et ta jeune expérience du stade, qu'est-ce que t'en penses de ce petit rapport à prendre en général sur le sportif? Non, c'est vrai que comme ce qui a été dit, c'est quand même des mesures assez hard. C'est vrai que là, ils se font pas dans la demi-mesure. Après, c'est vrai que réfléchir pour avoir pour trouver les bons moyens d'encadrer, de punir les vrais coupables, c'est compliqué. Donc c'est une question où on marche toujours sur des œufs. C'est compliqué de se prononcer. Après, c'est vrai que quand je vois qu'il y a un criminologue qui est appelé, c'est que les supporters de foot font peur et qu'ils le prennent dans ce sens-là, je pense. Donc ils le prennent pas dans le sens où ce sont les animateurs des travaux de stade, mais plutôt comme étant des délinquants qui sont prêts à tout casser, à tout péter. Le souci, c'est on dirait des punitions d'école où tu charges pour une minorité qui fout la merde. Malheureusement, tout le monde va charger pour ça et c'est ça qui est dommage. Malheureusement, voilà. Après, il faut pas occulter le sujet parce que il faut le dire, un match de foot, c'est un problème. En France, on ne sait pas les faire. Après, on se retourne vers ailleurs, machin, etc. Mais ailleurs, on n'y est pas. Et par exemple, je sais qu'en Allemagne, en Allemagne, cette année, ça se passe très mal. Voilà, c'est juste qu'on dit toujours c'est mieux ailleurs. Non, c'est pas mieux ailleurs. C'est des problèmes partout. On a beaucoup de problèmes avec les gros événements maintenant, mais encore une fois, c'est juste que les gens ne savent pas se comporter complètement. La base, franchement, je veux le dire, c'est juste un problème d'éducation. Il y a juste un énorme problème d'éducation, je sais pas. Puis les gens ont été privés de ça pendant 2 saisons, là ils reviennent. Non, c'était déjà le cas avant. Voilà. Après, par contre, il faut. Non, mais qu'il y ait une reconnaissance, ça peut s'expliquer. Après, il faut vraiment franchement, un match de foot, maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas y aller qui veulent pas y aller, ouais. Ouais, mais tu vois, au stadium, par exemple, tu te sens en insécurité, toi, par exemple, même en virage ou quoi? Non. Par contre, j'ai des comportements autour de moi qui me tendent très sérieusement. Oui, mais toi, tu peux aussi et franchement, moi, je vois des choses et je le dis, j'aime tellement ce club, je l'ai tellement dans la peau avec mon père quand on va au stade que je me dis, putain, heureusement que j'aime ce club et que j'aime le foot, sinon je ne viendrai plus. Genre, on en est là aussi, quoi. Donc, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais alors ça, c'est de la merde. Ah, ça, oui. Ce rapport-là, c'est il y a des dérapages que tu pourras pas empêcher de toute manière, donc. Non. Et puis il y en a partout. Comment faire? Il y en a partout. Et moi je suis d'accord avec Mehdi aussi, c'est que c'est une mesure test. Ouais, puis même c'est pas que dans le foot. Dans la société, c'est un reflet sociétal, exactement. Le foot était un reflet sociétal. Ça fait un peu, oui, on va tester des choses pour en dehors, quoi. D'où le laboratoire, je trouvais la métaphore qui était très bonne. On revient sur le sportif, autre chose qui nous intéresse, que là aussi on va pouvoir débattre beaucoup. On va recevoir après un jeune arbitre qui va nous expliquer un peu les décisions arbitrales, enfin essayer de nous aiguiller un peu plus sur ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dimanche, Auxence, pour ceux qui n'étaient pas au stadium? Exactement, on va revenir sur TFC Strasbourg pour la 12e journée de Ligue 1. On a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais on va y revenir dans l'ordre. Je commence par la compo, le même 11 que la semaine dernière contre Angers, avec Dupé au cage, Silla, Nicolas Senro, Dessler, Vandenboomen, Spearings, De Jager au milieu, et une attaque avec Ratao, Abouklal et Shaibi en faux numéro 9. Sur le banc, il y avait Hogg, Diarra, Keben, Zanden, Genro, Tsingaras, Begraoui, Birmancevic et Onaiwu, sachant que Dalinga était suspendu. Côté match, on commence avec 10 premières minutes qui sont très intenses pour le TEF, avec Vandenboomen qui rate de peu son retourné à bout portant. Et globalement, durant ce premier acte, les Strasbourgeois seront vraiment inoffensifs, à l'exception quand même de cette belle reprise de Liénard, sortie par Dupé.
Mais globalement, c'est le TFC qui a la main mise sur le ballon. On assiste à de très belles phases de transition, les passes sont réussies, mais il manque toujours ce but pour débloquer la situation. Abouklal est le plus remuant, le plus dangereux, mais il bute à 2 reprises sur la muraille Mats Sels, qui au passage fait un très très bon match, avant de rater le cadre sur une autre occasion quelques minutes plus tard. Mais au final, la lumière va jaillir juste avant la pause, sur un corner. Les 2 défenseurs centraux du TEF combinent et c'est le Pichoun Rouault qui vient inscrire son premier but au stadium devant le virage brise dans une ambiance fantastique. Ça fait 1-0 à la mi-temps. Domination logique et récompensée. Quel est votre avis? Quel soulagement. Ouais, quel soulagement. Moi, quand il a marqué, j'ai fait heureusement. Ouais. Il le fallait. Ouais. On sentait que Strasbourg qui s'est pas montré effectivement très dangereux. Mais je trouvais cette équipe-là, au niveau physique, c'était quand même assez intéressant. À Strasbourg, il y a eu quand même, il n'y a pas forcément de difficulté, mais c'est une équipe difficile à bouger. C'était ça le. C'était bien en place tactiquement. Bien en place tactiquement, et c'est. Je dis pas que c'est une des meilleures équipes qu'on a vues, mais je trouve que c'était cohérent tactiquement et c'était une équipe qui a fait avec les moyens qu'elle avait, avec les doutes qu'elle avait, qui nous a bien fait chier. Et on a marqué au bon moment avant la mi-temps. Parce que quand tu tombes en plus de ça sur un gardien qui est en état de grâce comme Mats Sels, ça fait 3 ans qu'il est en état de grâce, il est juste bon en fait. 3 ans international belge d'ailleurs. Mais tu sais que quand tu vas jouer contre ce gardien, tu vas tomber, ou contre Strasbourg en général, tu vas tomber sur une équipe hyper compacte avec un gardien qui va te sortir la parade qu'il faut au bon moment. Donc oui, soulagé quand on marque à la 45e là, quand Roux vient marquer, je me dis bon, on va se faciliter la tâche. Et après, techniquement, on a été au-dessus. Au milieu, pareil. Surtout au milieu, on a été au-dessus. Parce que devant, on ne s'est pas procuré énormément d'occasions. On a eu des offensives qui étaient un peu en difficulté. Mais on a eu un VDB qui était à la hauteur, un de Jaguero aussi. Spearings un peu plus en dedans, peut-être. En retrait, je dirais pas en dedans, mais plus discret. Plus discret, sans être catastrophique. Parce qu'il fait le travail de l'ombre. Et moi, je me suis dit, bon, on mène 1-0, super, on va dérouler en seconde, quoi. Exactement, parfait, j'enchaîne avec le retour des vestiaires, puisque le TEF, à l'image de la première période, repart en force et c'est De Jagereux qui est une nouvelle fois décisif. C'est son 3e but consécutif à domicile et c'est toujours le même, un centre fuyant, il est toujours bien placé, c'est toujours la même célébration aussi, j'ai l'impression de revoir le même but chaque semaine, donc c'est parfait. En tout cas, ça fait 2-0 pour le TEF à la 55e minute. Certains pourront aussi penser que Abouklal gêne Sels. Non, j'ai revu le match aujourd'hui. C'est Abouklal. Non, c'est Abouklal. Et j'ai revu le match aujourd'hui. Il le gêne, oui. Mais c'est juste qu'en fait, c'est le gardien qui vient lui rentrer dedans. C'est pas l'inverse. Lui, il est là parce que durant l'action, il est là. Mais en aucun cas, il vient se mettre là, mettre un coup d'épaule ou quoi que ce soit. J'ai revu l'action aujourd'hui. Moi aussi, j'avais un doute sur le moment. Derrière, il était contrôlé à la VAR, le but, non? Oui. Bonne décision. Oui, en tout cas, le but sera validé. Ça fait 2-0 pour le TEF à la 55e. Le Racing va quand même avoir le mérite de réduire l'écart assez vite sur une tête de Lebo Motiba. Ça fera 1-2. Et ça, de te couper, à ce moment-là du match, tu te dis, putain, ils marquent, ils ont pas de temps fort. J'ai l'impression qu'on maîtrise le match, qu'on est bien. Contre le cours du jeu, un peu contre le cours du jeu, tu les relances à 2-1, t'es là en mode, ouh, pas ouf. Ouais, pas ouf. Tu vois, autant le soulagement de Rouault, là, pas ouf du tout. On a clairement senti l'expérience, je te laisse finir, mais d'un club de Ligue 1, quoi. Ce qu'on n'avait pas l'an dernier, une équipe qui est amorphe pendant un moment, qui est certes là présente physiquement, mais qui derrière va te punir. Allez, le moment phare. Et puis là, ce fameux tournant du match à la 71e minute, pris dans son dos, Nicolaisen se rate et touche le ballon de la main, et ça fait double sanction, penalty et carton rouge pour le Danois. Alors autant le penalty se siffle, autant je vous avoue que je trouve le rouge très très sévère. Penalty siffle pas vraiment. Celui-là, non. Il se siffle pas? Pour moi, non. Pour moi, tu peux pas siffler un penalty sur un mec qui loupe sa tête et qui met ses bras pour pas se péter les côtes. Ouais. Ça reste. Mais non, mais c'est. Après, on va voir l'arbitre, peut-être qu'il va nous expliquer que c'est la règle, que c'est machin. Je pense que c'est clairement la règle. C'est comme le ballon qui te rebondit sur la main, c'est la règle, malheureusement. Moi, penalty, carton jaune, logique. Ah ouais? Moi non. Ouais. Il dévie le ballon, donc même si c'est involontaire, c'est une main à la surface.
En fait, c'est une maladresse parce que ce geste-là, il ne devrait pas le faire. Ouais. Donc en fait, il est juste maladroit. C'est un penalty de maladresse, ok. Et il y a carton jaune parce que si Motiba récupère le ballon autrement, il considère l'arbitre et à juste titre ou pas, ça c'est le débat, etc. Mais ça s'appelle de l'arbitrage, ce n'est pas un juge, encore une fois. Que Motiba peut récupérer le ballon en meilleures conditions, donc ça annule une occasion de but. Puis il est seul après face à. Et je trouve ça totalement logique. Ouais. Après avoir revu les images. Moi j'aimerais bien savoir la règle exacte de ce débat parce qu'elle a encore changé et du coup c'est pour ça qu'on va avoir l'arbitre dans pas longtemps, on va lui demander. Quand je repense au penalty qui a été accordé contre Angers où il a vraiment la main décollée légèrement dans le dos et que là c'est main décollée aussi dans la surface. Le penalty pour moi il s'accorde, mais j'avoue que mettre un deuxième jaune là-dessus à ce moment-là du match, dernier défenseur. Je pense que sur le moment, moi, pareil en revoyant, il s'en rend pas compte puisque le rouge il le sort pas. Oui, il le sort pas de suite. Ça veut dire qu'il avait oublié. Des infos qu'on a eues, apparemment il avait oublié qu'il avait mis. Encore une fois, j'ai revu 2 fois je l'ai même remuré en arrière pour regarder l'attitude de l'arbitre. L'arbitre va sortir le jaune parce qu'il pense que c'est la bonne décision, etc. Et ça, moi, encore une fois, je reviens pas dessus. Voilà, ça amène un carton rouge. C'est comme ça. Mais le premier. Oui. Mais on voit qu'en sortant le jaune, il se souvient pas que Nicolas Hyssen en a un déjà et il s'en rend compte après quoi. Il peut pas, tu vois, là, genre dire se déjuger, non c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, il lui mettrait aucun avertissement dans ce cas-là. Donc le jaune est logique. Je crois que c'est pas un direct, donc c'est normal. Le rouge est logique aussi. C'est ça. Malheureusement. Mais je crois que la VAR on va dire plus le jaune. Oui, elle peut s'il y a une erreur manifeste. Oui, mais il n'y a pas d'erreur manifeste là. C'est une situation où il a jugé il a arbitré que. Là, on juge plus, on dit pas il y a rouge, on dit il y a jaune. Donc on juge, penalty jaune, c'est logique. Ouais. Après, malheureusement, il était déjà averti, c'est ça qui fait chier. Mais... C'est ça. Il a qu'à pas faire cette tête plongeante de merde et balancer un ballon en tribune. Bon, mais écoutez, au moins il y a du débat, c'est parfait. Je pense que chacun aura sa perception de cette situation. En tout cas, penalty transformé en 2 temps par Gamero malgré un super arrêt de Dupé qui a la main très ferme. C'est dommage, mais les visiteurs recollent au score 2 partout. Et à 10 contre 11, pourtant le TEF ne va pas se démonter, à l'image du Romion Birmancevic, mais difficile de faire quelque chose. Et puis là, le deuxième fait de jeu notable, à la 89e minute, le Marchand qui passe devant Rouault, qui tape la jambe au lieu du ballon, mais l'arbitre ne bronche pas, le Racing est furieux. Et j'avoue qu'après avoir revu les images, c'est quand même un miracle. Je pense même que ce penalty est plus logique que le premier. Dans l'esprit du jeu, oui, c'est ce qui a été dans l'esprit du jeu, non. Dans les pénaltys qui ont été sifflés depuis le début de la saison, la cohérence des arbitres, je le mets. C'est très paradoxal ce que je dis. Mais certes, je pense si tu regardes les matchs du week-end de Ligue 1, il y a eu une attitude de la plupart des arbitres et la plupart des temps, ils ont changé sur cette journée. Mais je pense qu'ils compensent aussi un petit peu avec le premier. Voilà, et c'est ça. Inconsciemment. Et c'était là la question que je voulais poser. Je sais pas, je pense. Je pense que pardon. On sera tous d'accord pour dire que l'arbitrage a été très très moyen de Jérémy Stina. Bon, compensation ou pas? L'arbitrage très très moyen, non. Je suis absolument pas d'accord avec ça. D'accord. Arrêtons avec ça. Franchement, je sais même pas pourquoi encore on en parle. Voilà, je vais le dire clairement. Tout le monde a l'impression de se faire fourrer tout le temps. Tout le monde a l'impression que les arbitres sont nuls. En Espagne, c'est pareil. Tu prends dans n'importe quelle division, l'arbitre il te fourre. À un moment donné, les gens qui ont des problèmes, c'est les gens qui en parlent. C'est pas les arbitres. Si, il y a des choses à améliorer dans l'arbitrage et ils n'ont pas forcément les bonnes réactions, on est d'accord. Mais arrêtons de parler d'arbitrage pur parce que franchement, ça sert à rien. Quand ils font un match comme ça, Jérémy Stina, il fait rien d'extraordinaire. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Si tu revois le match, il n'y a rien d'extraordinaire. On le prend dans l'autre sens. On est supporter toulousain, on a les fautes en face. Le penalty, on est d'accord qu'il y a penalty, il y a jaune. Et on est d'accord que le penalty à la fin se siffle également. Et surtout que globalement, on est plutôt heureux du début de la saison. Donc, taisons-nous, faisons profil bas. Et c'est pour ça que c'est un match frustrant parce que je pense que les deux équipes peuvent légitimement se sentir un peu flouées. Les deux peuvent avoir des regrets. Ouais. Toulouse dans le jeu, Strasbourg avec l'effet de jeu. Voilà, on est d'accord. Donc je préfère être toulousain que strasbourgeois. Parce que les strasbourgeois, c'est pauvre. Tu as les meilleures saucisses en plus. En plus. Ça va pas mal. C'est une double. Quoi de mieux que de parler de l'arbitrage, d'avoir un vrai arbitre avec nous, messieurs. On va recevoir Mathieu qui est avec nous au téléphone. Comment il va, Mathieu? Bonsoir à tous. Bon, écoute, on était en plein débat sur certains arbitrages, sur les pénaltys, même si Mehdi a un peu clos tout ça en disant qu'il fallait qu'on arrête et que c'était quand même bien fait. J'ai envie de parler de jeu, on n'a toujours pas parlé de jeu. On va parler de jeu. On va terminer sur ça. Mathieu, tu es avec nous, tu as assisté au match, tu as donné le coup d'envoi fictif, tu es un jeune arbitre
Et tu as pu avoir aussi après Respect à toi. ouais, de ouf. Tu as pu après avoir les comptes rendus. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ce match? Même toi, en tant qu'arbitre, qu'est-ce que tu aurais fait? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir eu accès donc à tout le match avec l'arbitre, donc à toutes les débriefs et pouvoir débattre des décisions déjà avec lui. Donc c'est un avantage. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, tiens, débrief? Enfin, qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais, par exemple, dès qu'il est rentré dans le vestiaire, il a voulu revoir encore la situation du dernier penalty, par exemple. De Le Marchand? Sur Le Marchand. Je sais pas si on peut. Je sais pas bien de commencer pas dans l'ordre chronologique, mais. C'est celui qui a fait le plus débat autour de la table. Voilà, c'est le plus marquant du match. Et sur le coup, la VAR ne l'appelle pas. C'est lui qui décide d'aller voir la VAR, déjà. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas sorti. Intéressant. Pour le coup, sur cette situation, c'est Monsieur Stina qui a décidé, du fait du score, 2-2, 90e, une situation litigieuse comme ça, c'est lui qui veut aller voir la VAR pour être sûr d'avoir pris la bonne décision. Et du coup, est-ce qu'il a pris la bonne décision pour toi? Mais après, bon, chacun aura son avis. Mais pour lui, sur le coup, Anthony Rouault, il touche le ballon, le joueur de Strasbourg aussi. Donc, pour le coup, sur cette situation-là, c'est normal pour lui de ne pas avoir sifflé. Donc, pas penalty. Dans l'esprit du jeu, il laisse jouer et c'est un contact qui se fait, on va dire, naturel, quoi. Les supporters strasbourgeois, ils vont pas être contents parce qu'il y a un mois de ça, Monsieur Stina aussi les avait fait. Et il avait sifflé un penalty à la 90e contre Strasbourg, mais sur le coup, pour avoir revu la vidéo, le joueur de Strasbourg qui était en défense, il n'a absolument pas touché le ballon, il n'a que touché Valère Germain. Alors que là, sur le coup, on voit bien quand même que Rouault il touche le ballon, puis que, emporté par son élan, il touche. Oui, puis on va pas se mentir, mais Le Marchand va aussi un petit peu le chercher. Il joue aussi le jeu à fond. Il est placé où il est placé, mais c'est sûr que surtout qu'il en rajoute. Ouais. Sur le premier penalty de Nicolas Hyssen sur sa tête, la règle de la main, exactement, cette saison, c'est quoi, s'il te plaît? Éclaire-nous sur la nouvelle règle de la main, parce que je sais qu'elle a changé depuis le début de la saison. Quelles sont les nouvelles règles sur les mains? Des règles de la main, il y en a des dizaines déjà chaque année. Ça change. Et surtout, il y a plusieurs aspects quoi, de la règle. Parce que oui, par exemple, on peut faire que là, on comprend pas pourquoi c'est sifflé, alors qu'à Nantes, ça n'a pas été sifflé, par exemple. Et à Nantes-Nice. Oui. Mais là, sur le coup, sur cette action-là de Nicolas Hyssen, Nicolas Hyssen, il veut faire une tête à son gardien, il se loupe, et après, il prend le ballon, et en fait, il amortit le ballon de la main. Donc c'est comme si, il tire un avantage quoi, avec sa main. C'est une position pas naturelle. Donc ça déjà c'est... Donc la règle c'est ça, c'est de ne pas avoir une position naturelle de la main? Oui, et donc il a grandi sa surface corporelle aussi avec sa main sur le coup. Donc ça c'est écrit dans la règle, on est d'accord? Oui, si vous voulez. La règle c'est touche le ballon on peut être sanctionné d'un coup franc direct ou d'un penalty si on touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Et c'est considéré quand la position du bras et de la main n'est pas la conséquence d'un mouvement du corps. Ok. Et sur le coup, Nicolas Hyssen, quand même, on sait pas comment il s'en sort. Même Monsieur Stina, si vous voulez tout savoir. Dis-nous tout. Il était même, il savait, il était convaincu qu'il y avait une main, etc. C'est pour ça qu'il a sifflé et tout. Mais il a pas compris, parce que lui c'est un ancien pro, un ancien défenseur pro, si vous voulez tout savoir. Mais je pense que ça, c'est connu. Oui. Et donc, en tant que défenseur, il comprend pas comment Nicolas Hyssen peut se retrouver dans une telle position pour faire une main, déjà. T'es en train de dire que Mehdi avait raison, il va encore plus nous lâcher après. En gros, et lui qui jouait, il a qu'à dire Nicolas Hyssen, il avait qu'à renvoyer une grande sacoche en tribune du pied au lieu d'essayer de faire une tête plongeante un peu bizarre. Donc il lui met rouge et il lui dit qu'il est nul, quoi. Non, après le rouge c'est normal parce que là c'est sur une situation de contre-attaque la main.
Est-ce qu'il y aurait mis oui, non, il n'y a pas mis rouge direct, mais est-ce qu'il se serait avisé? Est-ce qu'il le savait déjà qu'il avait un jaune ou Oui, vu le tacle qu'il a fait en première mi-temps. Oui, c'est vrai qu'on s'en souvient. Et qu'il y a eu, dans le match, il y a eu 3 jaunes. Donc il y en a eu 2 en première mi-temps, un de Liénard et un de Nicolaisen. Parce qu'on s'est dit pourquoi pas rouge direct, étant donné que c'est le dernier défenseur qui fait main. Non, ça, le rouge direct dans la surface, c'est pas que ça n'existe plus, mais c'est que dans des situations d'annihilation d'occasion de but où la personne se désintéresse totalement du ballon. Ça veut dire par exemple un énorme tirage de maillot sans s'intéresser au ballon, quoi. Donc là, sur le coup aussi, Nicolaisen, il s'intéresse au ballon. Il s'y intéresse tellement bien qu'on ne sait pas pourquoi il veut faire une tête plongeante en plus. Hein. Ah non plus. L'autre, il ne touche absolument pas, Moutiba. Ouais, j'avoue que c'était une situation un peu particulière. Mais écoute, merci Mathieu de nous avoir un peu mis un peu plus en lumière tout ça, et des décisions aussi de Monsieur Stina. Tu as arrêté les U14 du TEF aussi cet après-midi. Comment ça s'est passé pour finir? C'était contre une sélection de joueurs de toute la France. Ouais. Qui avaient été donc des gens qui ont été repérés par les recruteurs du TEF. Ouais. Et il y avait un gros rythme. On a joué sur le terrain herbe annexe. Ouais. Qui est bien, c'est une galette. Il y avait un énorme rythme, mais au final, c'est soldé par une défaite du TEF. Ah. 4-3. Ah oui, gros match. Oui, il y a eu des buts. Ils ont fait 3 fois 30. Ok. C'était très sympa à regarder. Et à arbitrer aussi. Bon, bah super. Mais écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Passe une belle soirée, merci d'être intervenu avec nous, et bonne continuation et bon courage pour l'arbitrage aussi, et en espérant te voir au plus haut niveau un jour. Il t'en faudra. Pourquoi pas. En tout cas, on te le souhaite. Ciao. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Ciao. Bon, on a eu plus de précision. Ouais, ça a le mérite d'être plus clair. Ça a le mérite d'être un peu plus clair. On va essayer d'enchaîner parce qu'on est un petit peu en retard, les gars. Par rapport au jeu toulousain, on rentre un peu dans le vif du sujet parce qu'on va frustrer Mehdi, parce que déjà qu'il vient pas souvent, si en plus on le frustre et qu'il peut pas parler, il va vraiment plus revenir. 4-3-3 qui de nouveau aligné avec nos trois milieux qui sont là, nos 3 attaquants, nous Shaibi en numéro 9 avec cette animation offensive. C'est vrai que nous on a pas mal débattu, mais Mehdi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça là, de ce nouveau système, pas vraiment nouveau, mais non, c'est un retour à l'ancienne. Ce retour à de système, pardon. C'est un retour à l'ancienne sans vrai numéro 9, et c'est ça qui change les choses. Pour l'instant, ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce que Shaibi est bon. Voilà, tout simplement. Et après, quoi dire? Non, moi je préfère en tout cas qu'on joue avec ces 4 derrière plutôt qu'à 5. Qu'il y ait une personne de plus au milieu de terrain. Qu'il y ait ces 3 là au milieu de terrain. Que Dayega à ce niveau-là au milieu de terrain aussi. Aussi, même si. Est-ce qu'il sort là pour Diarra? Il sort. Oui, il sort pour Diarra, c'est ça. C'est ça, hein. J'ai dit peut-être une connerie. Non, il sort encore. Ouais. Bon, bref, moi je préfère quand c'est Jean-Ro qui rentre plutôt à sa place, parce que voilà. Mais quitte à ce que ça soit un joueur, et dans le foot moderne avec 5 changements, De Jager, ça peut être un joueur pour 60 minutes, quoi. Donc je préfère ça. Voilà. Quand il y aura Tsingaras aussi, pourquoi pas, le jour où il pourra jouer celui-là. Lui, le pauvre, sinon, ça me va très bien. Il a fait sa présentation sur le marabout en disant qu'il n'était pas marabouté. Depuis, il s'est pris 2 ou 3 blessures quand même. Il faut toujours pas jouer, quoi. Le karma. L'entrée de Birmancevic encore, certains disent un peu trop tard. Juste le global du match. Oui, pardon. Strasbourg a joué 10 minutes. Strasbourg a essayé de jouer un peu après le carton. Ouais. Mais franchement... C'est le TF de l'époque de 2010 à Strasbourg. Là. C'est une bonne équipe compacte là, qui essaye de jouer les peu de coups qu'ils ont. Il y a des changements beaucoup de changements d'aile après avoir revu le match. Alors après, franchement... C'est faible hein, quand même. Ah, je suis fier d'être toulousain. Je suis fier d'être toulousain, je suis fier de ce que fait l'équipe, même s'il y a des trous. Le milieu qu'on a, les joueurs qu'on a, les mouvements qu'on a qui sont travaillés, répétés, qui sont souvent les mêmes, la détermination qu'on met dans les choses. Moi, Ratao, je suis sûr que dans n'importe quel autre club, tous les retours défensifs qu'il fait, il les fait pas. Voilà. Van den Boomen, moi je suis persuadé que dans un autre club, il aurait du mal aussi, parce que tout tourne autour de lui, tout est fait pour lui, pour le mettre en valeur, etc. Et franchement,
on est au niveau max de tout ce qu'on peut faire et c'est juste, franchement, c'est juste cool. Et franchement, la manière dont on joue, quand je vois toutes les autres équipes en face, c'est tellement moins bien structuré que nous que continuons, c'est bien. Voilà, comme je dis à chaque fois que je passe à la radio, c'est con, hein, mais on va jouer, ça va tomber la pièce d'un côté de l'autre, mais je suis sûr que c'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et de toute façon, c'est la philosophie du club et ça arrivera, j'espère. Ouais, pour revenir au match, c'est vrai que c'est quand même un match nul au goût assez amer parce qu'on se dit qu'on toutes les occasions, les 3 points, voilà. Mais comptablement, c'est pas une si mauvaise affaire parce que le TEF est toujours en première partie de tableau. Ouais, même si les 4 prochains matchs, voilà, c'est une mauvaise affaire. C'est ce que j'allais dire, c'est que les 4 prochains matchs vont être relevés. Mais parlons des 3-4, c'est dans 2 mois, c'est une autre saison. Il y a quand même un petit trou qui est fait avec la zone de relégation. 7 points du premier non relégable. Petit trou. Mais 7 points, c'est bien. Parce que sur les 3 prochains matchs que tu as, 7 points, ça va pas gagner 3 matchs d'affilée derrière. Donc tu seras encore potentiellement à 3-4 points, peut-être à la trêve, même si tu n'en prends que 1 ou 3. Donc, non, ouais, 3. C'est. Inch'Allah, ouais. mais moi, je suis d'accord avec toi, Mehdi. C'est vrai que souvent, on le voit dans le stade, on va pas se mentir. Le degré de satisfaction de cette équipe, tu le vois dans un stadium qui était encore plein des deux côtés sur les virages, en honneur aussi. Tu fais 22 000 face à un Strasbourg qui est 17ème, qui peine à jouer, qui a du mal. Il y a 4 ans, ça, tu faisais 10 000, 12 000, pas plus. Et là, ça chante, t'as de la ferveur. Tu sens les mecs qui sont derrière l'équipe parce que les mecs te donnent envie d'être derrière eux sur le terrain. Il y a une espèce d'abnégation, de détermination qui fait plaisir. Et on joue au foot. Puis les gens, on joue au foot. Les gens veulent venir au stade, ils veulent pas qu'on joue la Ligue des Champions. Bon, il y en a certaines où il y a en Europe en début de saison. Mais on veut voir une équipe qui se bat, on veut voir du beau jeu. On veut voir de la ferveur, de l'ambiance, et c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Après, c'est que du bonus. Vu les structures des clubs dans le championnat, faire ce que fait Lens l'année prochaine, je pense que Lens va. Alors, ils ont Ghisolfi qui est parti, on verra. Mais progresser petit à petit, arriver à la Coupe d'Europe. Franchement, quand je vois le travail pourri que font beaucoup de clubs, un club comme le nôtre qui, pour l'instant, travaille très bien dans le domaine sportif. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Quand tu tires le meilleur toujours des joueurs que tu as, que tu peux augmenter un peu ton budget, augmenter la qualité des joueurs que tu recrutes. Franchement, à terme, je parle pas de cette saison. Mais déjà, cette saison, sur la confirmation. Mais cette saison, tu as augmenté la qualité des joueurs déjà. Bouklal, même Birman Simic qui d'ailleurs à Bouklal, hier il a trouvé qu'il y en a 2, 3. Alors non, parce que il y en a 2 parce que c'est levé hors jeu derrière. Donc on peut pas les considérer que il y en a au moins 2 et d'habitude il est assez létal devant le but et là il l'a pas été non plus, mais bon après t'as un gros gardien aussi en face qui te sort il y en a une en particulier que je pense où Batzel se sort vraiment la parade. Quel gardien. Il se couche au sol. Ouais, qui te sort vraiment la parade. La frappe croisée là. Ouais. Sur la magnifique déviation de Shaibi pour Diaguerre. Shaibi, lui par contre. Krakito. Ah, quel joueur. Quel joueur. Bravo. Non, pour conclure sur tout ce qu'on a dit, c'est tout bête, mais ce sont tout simplement des joueurs qui honorent le blason, qui sont fiers de porter ce maillot. Et ça ne peut être que positif parce que on sait pourquoi ils sont là, et nous aussi. Il y a une histoire qui est racontée et même les joueurs sont embarqués dans cette histoire-là et tout va bien. Et après, on sait ce qu'on a mangé pendant quelques années aussi. Ça c'est bien. Et puis c'est vrai qu'on a gardons en tête que ça reste du foot business et que l'histoire elle peut durer que 1 an même pour chaque joueur. C'est-à-dire que c'est con à dire, mais je sais pas à qui il faut s'attacher, à part Issa Gassila. Ça fait 10 ans qu'il est chez nous. Par rapport à ça, il faut s'y attacher, mais on sait que ça peut durer. Ouais, mais par rapport à ça, tu vois, il y en a beaucoup qui se plaignent qu'on n'a pas encore la prolongée Branco, etc. Je pense que tout ça est normal et que vu la saison, le paramètre de la saison avec ce calendrier Coupe du Monde, cette trêve internationale très longue, tout ça va se faire là. Peut-être que ça se fera pas, peut-être que ça se fera. Si ça se fait pas, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui seront derrière, qui seront là. Honnêtement, moi, je pense que ça se fera et on peut pas le laisser partir libre. Mais les 3, je parle, il y a les 3. Les 3. Il y a Van Den Boom, il y a les 3, il y a Spearing, il y a Dessler aussi qui a enfin un contrat, si je dis pas de bêtises. 2024. 2024. Ouais, j'allais te dire, je vais aller voir une fois le bref. Mais compliqué. Faisons confiance, laissons faire, on va voir de toute manière, pour le moment ça marche. On les top, les flops les gars, rapidement. Même s'il y en a un top qui est très évident, je trouve qu'il a été monstrueux. J'ai tourné la page, mais en top j'ai mis Rouault de Jagereux. Et en flop, pour faire plaisir à Mehdi, l'arbitrage et Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen, oui, par rapport à sa connerie, il tue un peu le match, c'est un peu évident.
Après, en flop. Ratao Moyanas. Ratao, il retourne dans ses travers de quand je commençais à le critiquer, là, à vouloir trop en faire. Retour de blessure. Ouais, mais tu sais, il manque encore de jambes. Même dans les 1 contre 1, etc., il n'est pas décisif. Ouais, il fait quand même des gestes extraordinaires. Il y a une déviation. Bien sûr. Il y a une déviation plat du pied. Alors, c'est en deuxième mi-temps. Il arrive à tourner sa jambe pour me mettre sur le côté. C'est magnifique. C'est irrégulier dans le match. Oui. Alors, juste pour conclure, je suis allé voir pour le contrat de Dessler. Son contrat court jusqu'en 2023 avec une option de plus, 1 an de plus qui a été activé. D'accord. Si on se maintient. Donc 2024. Donc 2024 Dessler, tant mieux. Roux, quel match? Ouais. Il marque, c'est récompensé. Derrière un moment, je peux se rappeler l'action là où il la première la retournée aussi, la première. 2 minutes. Tu sentais il était là. On avait Nicolas Essien, taille patron depuis le début de la saison là, qui est un peu plus en dedans depuis 2-3 matchs. Mais j'ai un autre flop. On sent qu'il se met au niveau aussi. Un autre flop? Ouais, Spearings. Ah ouais, carrément. C'est dur. Ouais. Ah non, j'ai eu beaucoup de pertes de balles. Ouais. Après, par rapport à moi, ce que je vois depuis le début de la saison, c'est l'un des matchs où il a été le moins bon. Oui, c'est flop par rapport à la saison qu'il fait aussi. Mais ça reste quand même. Mais bien sûr, il n'y a pas d'énormes boulettes, machin, etc. Mais il y a des pertes de balles, il y a des petites fautes un peu con. Il y a des décalages qu'il fait pas, notamment en première mi-temps. La seconde mi-temps, ça a été un poil mieux. Mais voilà, la frappe qui tente complètement écrasée, il baisse la tête. C'est parce que son début de match, il le sait dans sa tête, à mon avis, qu'il est pas bon. Moi, j'aimerais bien voir Birmancevic un peu plus. Il me fait penser, à toute proportion gardée, un petit Durmaz de l'époque. Un peu explosif, un peu fin, très explosif. Et lui, quand il va être vraiment en forme, ça va vraiment être une vraie doublure et une vraie concurrence aussi à Ratao. Parce que quand Ratao sera un peu moins en forme, on sait qu'on aura ce mec derrière là. Et je pense qu'on va pouvoir. Et tu auras 2 mecs explosifs que tu pourras intervertir. Et ça, c'est. Lui, en deuxième partie de saison, je pense qu'il va nous faire du bien. Ça, c'est un truc qu'on peut retrouver. C'est la question qu'on se posait un peu. C'est Montagnier, il fait pas de changement. Pas de réel changement, j'ai l'impression. Il n'y a rien qui change. Des fois. Parce que, après, vous me direz, sur les derniers matchs, on a plutôt de la maîtrise, même si, à mon avis, ces changements nous mettent plus en difficulté que d'autres, que nous rassurent. Voilà. Mais le 11, du coup, on le connaît. Pour le moment. En ce moment, je parle d'en ce moment. Le 11, on le connaît, et en fait, il ne se passe rien. Après, ceux du banc, ils rentrent pour reposer les mecs. Mais il n'y a pas de changement réel. Oui, un vrai changement tactique ou un truc à part le contre Angers et Montpellier. D'ailleurs, contre Angers, ça a failli nous porter préjudice. On se fout, on fait rentrer comme les défenseurs, on se fout tous derrière. Parce qu'on se dit qu'on va être plus solide, machin, etc. Ce qui n'a pas été le cas à chaque fois. Montpellier était à 10 ça, aussi, donc, est-ce que à long terme dans la saison, après il le dit, et ça, comme De Jager en début de saison qui jouait pas, j'ai envie de penser qu'on a des bons mecs et qui se tiennent vraiment toujours prêts. Ça, je pense, ouais. Je le pense, après, je le pense aussi. Parfait, hein. Mais ce qui se passe dans beaucoup de clubs, là, les mecs qui rentrent jamais ou que pour 10 minutes depuis 12 journées, les gens machin, etc., ça aurait très vite explosé. Chez nous, pour l'instant, ça marche. J'espère que ça durera et que voilà, et le jour où tu as des blessés, que tu puisses avoir des alternatives. D'ailleurs, je me fais zéro souci pour Diarra en défense centrale avec Rouault sur 1-2 matchs de suspension par rapport à Nicolas Hyssen, ça le fera. Contre Lens, ça va être le cas. Hein. Oui, bien sûr, mais franchement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Après, peut-être que j'ai tort, mais voilà. En parlant de Lens, messieurs, on va enchaîner puisqu'on va recevoir notre invité. On va passer à la preview entre Lens et Toulouse. Rentrée, je vais en rouge, va tenter quand même la frappe. Et derrière Bienvenue Mickaël, désolé pour le retard, on a pris quelques minutes de retard, mais bienvenue à toi et merci de participer avec nous dans l'émission. Comment ça va? Ça va, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien aussi. Mickaël, tu fais partie du site lensois.com. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton média? Alors, lensois.com est un site 100% consacré à l'actualité du Racing Club de Lens, un site professionnel, totalement indépendant du Racing. Et tous les jours, on vous donne l'actualité du jour du Racing Club de Lens au quotidien. Donc, c'est un peu nos violets.com, les violets.com de chez nous, quoi. Oui, voilà, oui. C'est ça, en gros. Bon, Lens, c'est un peu l'équipe en forme du moment, mais c'est plus trop un moment quand ça fait 35 journées. Mais c'est quoi les ambitions cette saison après avoir loupé de peu l'Europe l'année dernière? Alors tout dépend si on parle officieusement ou officiellement. Les deux.
Alors, officiellement, le club n'arrête pas de répéter que le plus important, c'est le maintien. On sait qu'avec ces 4 descentes, ça fait peur à tout le monde. Mais officieusement, on sait très bien que Lens, de toute façon, déjà on voit avec le cumul de points déjà au bout de 12 journées, Lens doit au minimum jouer dans les 10 premières places du classement. Et officieusement, forcément, on rêve tous à une place européenne en fin de saison. Normalement, vu la dynamique, ça devrait donc pas être pas trop difficile. J'ai envie de dire, parce que tu parles de maintien, j'ai l'impression d'avoir Giroud à l'antenne. Mais la vraie ambition, ça reste l'Europe. Après, peut-être pas la Ligue des Champions, mais une Coupe d'Europe. Attends, on a Mehdi qui a une question pour toi. Justement, par rapport à ça, moi-même, dès le début de saison, j'ai envie de dire officieusement, je pense que les qualités des joueurs qu'il y a, l'entraîneur, ce qui se passe dans ce club-là, d'ailleurs, on espère s'en inspirer un petit peu nous, et ça y ressemble. Enfin, en tout cas, je l'espère. Est-ce que ça n'a pas été mis à mal avec le départ de Ghisolfi? Moi, j'ai envie de dire, vous étiez presque sur une autoroute et le top 5, franchement, pour moi, rien ne pouvait vous arrêter. Mais est-ce que le départ de Ghisolfi, ça met un petit caillou là, dans les rouages ou pas? Ou est-ce que ça change absolument rien? Alors, il y a eu une zone de turbulence, c'est sûr. Ghisolfi était vraiment l'architecte du projet lensois depuis 3 ans. C'est lui qui a insisté pour installer justement Francaise suite au départ de Philippe Montagnier. C'est lui qui a recréé une cellule de recrutement qui, dans ces derniers mois, a surtout tout réformé au sein du centre de formation qui connaissait quelques petits problèmes. Sauf que Lens a rapidement réagi et a nommé rapidement Francaise, qui a pris du galon et qui est devenu manager général. Donc c'est quand même un gros symbole pour le club. Et derrière, on annonçait Grégory Thiel, qui était l'adjoint de Florent Ghisolfi, qui devait l'accompagner du côté de Nice. Et au final, ils ont réussi à retenir Grégory Thiel, qui était quand même le responsable de la cellule de recrutement, et qui devient directeur technique du Racing. Donc il y a eu une zone de turbulence, mais j'ai l'impression que les dirigeants lensois ont trouvé les mots, ont su convaincre, en donnant du galon à Francaise et en gardant Grégory Thiel, qui est aussi l'un des grands architectes des recrutements passés du Racing. Excuse-moi Camille, mais même auprès des joueurs, je pense qu'il était assez proche vu que c'est l'architecte, la plupart c'est lui qui les a ramenés, il était sûrement assez proche des joueurs. Même auprès des joueurs, ça passe bien? On a peu de retours, la com a été assez encadrée à ce niveau-là. Les joueurs ont forcément été surpris de l'annonce, ça a été dit dans le vestiaire, mais je pense que justement le fait que les annonces qui ont été faites, c'est-à-dire des changements un peu dans la continuité, ça a tendance un peu à rassurer le groupe. Et c'est vrai que, comme disait Francaise, il avait déjà un peu ce pouvoir officieux, c'est-à-dire qu'il était entraîneur, mais il discutait des recrutements, de la politique sportive, etc. Donc il avait déjà un peu ce rôle un peu officieux. Et donc avec le départ de Florent Ghisolfi, cela facilite les choses. Juste par contre. Oui, pardon, excuse-moi Vincent, j'ai oublié de te prévenir. Il y a un qui était peut-être proche de lui, d'ailleurs on l'a vu notamment lors de sa prolongation sur le terrain, il était là, Ghisolfi, qui est peut-être un peu moins bien depuis cette prolongation-là, et pourtant c'est le leader de cette équipe-là, c'est la star de cette équipe-là, c'est Seko Fofana, non? Il est un petit peu moins bien, lui, il n'a pas souffert de ça? Il était blessé, notamment lors de sa prolongation, il ne jouait pas le match, il était blessé. Il a eu un peu du mal à revenir et ça a été d'ailleurs une source d'interrogation, notamment sur son positionnement. Et face à Marseille, je ne sais pas si vous avez pu regarder le match, mais on a vu justement un Seko Fofana retrouver le Seko Fofana que l'on connaît, beaucoup plus offensif. C'était notamment dû à un changement tactique de Francaise, mais on l'a vu beaucoup plus inspiré que lors des dernières sorties. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment lié au départ de Florent Ghisolfi, mais plutôt à une condition physique qui fut difficile, sachant qu'il avait notamment enchaîné avec la sélection nationale pendant la trêve. On va parler un peu des points forts du Racing. C'est quoi les points forts du club pour ce match de vendredi entre Lens et Toulouse? Alors paradoxalement, on parlait souvent de la folie lensoise offensive, etc. Mais cette année, c'est la défense. Lens a la 2e meilleure défense de Ligue 1, juste derrière le PSG. Lens n'a encaissé que 8 buts. Sur 12 matchs, ils ont fait 6 clean sheets.
il y a plusieurs réponses à ça. C'est notamment Brice Samba dans les buts, qui a été l'une des grosses arrivées lors du mercato d'été, qui apporte une certaine sérénité dans les buts sans erreur. C'est assez incroyable. Certains observateurs parlent de lui d'ailleurs en équipe de France. Et aussi le fait que la défense centrale du Racing a pris aussi de l'expérience. Kevin Danso, l'Autrichien, est assez impérial actuellement. Facundo Medina, qui apporte toujours sa petite grinta argentine, est toujours aussi performant. Et malgré la blessure de Jonathan Gradit, qui est aussi un élément important, on a eu un Massadio Aidara qui a été repositionné. Alors lui, c'était un piston gauche. Il a été repositionné en tant que défenseur central droit, ce qui était assez étonnant. Et depuis 5 matchs, il sort d'excellentes prestations. Donc oui, en ce moment, c'est plutôt la défense le point fort du Racing. Moi, c'est vrai que j'ai un autre atout que j'aime beaucoup à Lens, c'est la qualité des pistons. Alors l'année dernière, il y avait Frankowski et Klose que je trouvais vraiment excellents. Cette année, il n'y a plus Klose. En tant qu'ancien Toulousain, comment va David Machado? Quel est votre ressenti sur le Colombien? Alors personnellement, sur sa première saison, il y avait une blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs matchs, mais je le trouvais, je sais pas vraiment dans le coup, etc. Et cette année, il est beaucoup mieux. On voit que la préparation lui a fait aussi beaucoup de bien. Il a vraiment pu, il a aussi l'expérience après une saison compliquée, une première saison compliquée. Et là, il revient bien. C'est vrai que c'est plus intéressant. Et surtout, ce qu'on peut dire par rapport aux pistons, c'est vrai que l'année passée, Lens jouait beaucoup sur les pistons, Jonathan Klose notamment, le côté droit. Et les pistons ont un peu moins d'importance cette année. Lens est beaucoup plus complet, peut beaucoup plus facilement varier son jeu. Et donc, les pistons ont toujours une importance, mais moindre qu'à l'époque de Jonathan Klose. C'est quoi les points faibles? Les points faibles, actuellement, c'est un peu l'attaque. L'attaque qui est un peu en panne sèche depuis quelques rencontres. Je pense qu'on a marqué que 3 buts en 5 matchs, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je revérifie la stat, mais je pense que c'est ça. Et c'est vrai qu'on a un petit creux. Florian Sotoka qui loupe son penalty face à Lille lors du derby. Loïs Openda, qu'on a beaucoup de mal à trouver ces dernières semaines. Adam Buksa, qui a été l'une des recrues phares, 6 millions d'euros quand même cet été sur le Polonais et qui n'a toujours pas connu de titularisation. Donc on a un peu du mal à trouver la formule magique en attaque, malgré des bons débuts, malgré un bon début de saison. Et le joueur à suivre au Racing Club de Lens, c'est lequel? Alors forcément la plaque tournante, c'est Seko Fofana, on va pas se mentir. Bon, un qui est un peu moins connu. Justement, son compère du milieu, je dirais Salif Abdul Salem. C'est la grosse révélation de ce début de saison, l'ancien Clermontois. Il y avait un lourd héritage, c'était de remplacer Cheikh Doucouré, qui était vraiment très très solide et qui faisait un duo complémentaire avec Seko Fofana. Et Salif Abdul Samet s'est complètement intégré aux 11 artésiens. Il apporte vraiment de la sérénité au milieu, notamment dans l'entrejeu et dans les récupérations du ballon. Donc je dirais Salif Abdul Samed, même si c'est plus un travail de l'ombre. Quel est ton regard sur le TFC de tout là-haut, j'ai envie de dire? De tout là-haut. Je vais vous dire que c'était surprenant quand il y a eu Dania Comoli qui est arrivé du côté du TFC avec sa politique de recrutement via data, etc. On s'est interrogé, c'est vrai que c'était assez étonnant. Aussi. On n'a pas trop l'habitude de ça en France. Et puis au final, bizarrement, la mayonnaise a pris. Philippe Montagnier, qu'on connaît bien du côté du Racing, a su trouver aussi la tactique en Ligue 2. C'est vrai que c'était un football un peu champagne l'année passée, vous nous avez proposé. Un football porté beaucoup sur l'offensif. Ouais. Oui, voilà, et avec des trouvailles comme Van Den Boomen qu'il fallait aller chercher quand même. Donc non, c'est important d'avoir un club comme Toulouse en Ligue 1 déjà, et c'est vraiment intéressant, et je pense que c'est comme ça qu'on peut rendre le championnat de Ligue 1 qui est très critiqué, c'est comme ça, avec des équipes comme ça portées vers l'offensif, qu'on peut rendre le championnat attractif, quoi. Un joueur du TFC, si tu dois en choisir un seul, tu prendrais qui? J'en aime beaucoup, donc c'est compliqué. Il faut en prendre qu'un. Qu'un seul. Ouais, déjà que chaque mercato nous envoie un ou deux à chaque fois, donc là on te laisse encore le choix d'en prendre un. Allez, je vais dire Van Den Boomen, forcément, qui est un peu la très à la mode en ce moment. C'est sûr qu'on a toujours peur avec ses coups francs, mais Van Den Boomen qui me semble être la pièce maîtresse aussi de l'autre côté.
Messieurs, on va passer au prono pour finir cette émission. On va demander à nos Toulousains et on finira par toi. T'as pas demandé les nouvelles de Wesley Saïd? J'ai pas demandé de nouvelles de Wesley Saïd, non. Mais comment on va Wesley? Il a laissé une trace indélébile chez nous quand même. Ah bah une trace sur les comptes. Et il est très bon là-bas sur les comptes quoi, mais après pas plus. Nous on a souvent récupéré vos joueurs qui n'étaient pas bons chez vous et qui étaient très bons chez nous. Sauf Fortes. Sauf Fortes, ouais. J'allais dire ça, Fortes. Ah, mais alors Fortes, on peut en parler, mais sa toute première saison du côté du Racing Club de Lens, il était excellent. Après, ça fait un peu ça a été plus compliqué, mais oui, on a eu aussi David Cahuzac qui a fait un excellent parcours. Qui est encore dans le staff d'ailleurs. Pardon? Il est encore dans le staff, Cahuzac, non? De Francaise depuis le début de saison, il a remplacé Alou Djara qui était parti du côté de Troyes, et donc il a pris vraiment la suite d'Alou Djara dans le staff sans et or. Et donc, Wesley Saïd, son surnom c'est le climatiseur, parce qu'on se rappelle de son but l'année passée du côté de Marseille. Non, Wesley Saïd c'est vraiment un bon super sub pour vous, non? Pardon? C'est un super sub pour vous un peu. C'est ça en fait, et surtout je pense que la différence c'est que Francaise connaît excellemment bien le joueur. C'est vrai qu'on pouvait être étonné de son recrutement après une saison blanche du côté de Toulouse. Mais Francaise avait dit non, je connais le joueur, je sais comment l'utiliser, je sais qu'est-ce que je peux faire avec lui. Et c'est aussi un super joueur de vestiaire et de collectif. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément titulaire lors des matchs, mais lorsqu'il rentre, il donne tout. Et dès qu'on donne tout, dès qu'on mouille le maillot, forcément les supporters sont derrière. Donc non, Wesley Saïd est un excellent joueur. Et c'est vrai qu'il a un peu ce rôle de dynamiteur en cours de partie qui fait souvent du bien à Lens. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que nous a passé son frère qu'on avait. Après, il s'est fait un genou aussi, chez nous, s'est fait les croisés, donc ça l'a pas aidé. Et vu les coachs qu'il avait, bon bref. Oui, ça aide aussi, je pense. Pour la phase venir, tant qu'il joue, c'est compliqué. Comme il vient de le dire, Francaise le connaît, je pense qu'il joue un peu plus aussi pour ça. Bref. Les vos pronos, messieurs, parce que là, nous, on va à Lens, on a passé un très bon moment avec Mickaël, mais vendredi soir, on va pas passer un bon moment, à mon avis. Alors, comme le disait Mickaël, si c'est solide, donc défensivement, et que ça pêche un peu devant, je vois bien 1-0 pour Lens, moi. Malheureusement, je vois 2-0 pour Lens. Allez, Mehdi. Mais un bon match de foot, je pense, hein, avec deux belles équipes qui jouent. Oui, 2-1 pour Lens. Vincent, t'as pas trop entendu ce soir. 1-0 pour Lens, but de Sotoka. Pour le relancer? Oui. Ouais. Parce qu'il est pas loin de chez nous. Petit but de Saïd. C'est un Arbonnais. Petit but de Saïd, non? Il fait la main sur le cœur comme ça. Mika, ton pronostic? Tu vois, on est très confiant pour venir à Bollaert. Oui, il faut noter aussi que la défense française risque d'être remodelée. On ne sait pas si alors Jonathan Gradic pourrait faire son retour, mais nous avons Facundo Medina qui est suspendu pour la rencontre. Un partout. Donc on ne sait pas encore, donc déjà si Jonathan Gradic ça fera une solution, c'est-à-dire que Masadio Aïdara pourra repasser sur le côté gauche, mais si Jonathan Gradic est un peu trop court, qui est blessé à l'épaule, c'est vrai que ça va peut-être être le jeune Ismaël Boura qui est également piston gauche, qui devrait peut-être descendre en défense centrale. On en avait parlé chez nous. Moi je vois des buts, je sens deux équipes offensives et des buts, alors je dirais aller un petit 3-1 pour Lens quand même. Bon super. Merci. Mais il n'y a que des défaites, quoi. Il n'y en a pas qui a annoncé même un match nul. Merci beaucoup, Mika, pour tes petites analyses. Mais on va chez le second du championnat. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on reçoit le second du championnat. Non, moi, je vous souhaite l'Europe pour la fin de saison parce que c'est un club qui. Je sais pas, c'est un club qui est sympathique. C'est un club qui fait, qui fait plaisir à revoir. C'est envie d'être suivi en fait. Mais ce qui s'est passé, moi, je les vois un peu comme, je vous vois un peu comme des grands frères pour nous. On a envie de suivre votre trace. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, s'il vous plaît, nous renvoyer des joueurs, pas ceux qu'on vous envoyer, hein, tu sais, des Frankowski, des trucs comme ça, des trucs sympas. N'hésitez pas. Non, n'hésitez pas, les gars. T'as dit quoi, Mickaël? Non, ça ira. Même Machado, on reprend. Hein, c'est jamais. Même un petit prêt, tu peux nous l'envoyer. Oh, s'il a fait ce match. Bah, les Mika, passe une très belle soirée, un bon match vendredi et merci à toi. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Ouais, ciao, bonne saison, à bientôt. Ciao, Mika. Ciao. Messieurs, nous on va finir avec une heure d'émission. Attends, il est quand même 21h11, on a encore 10 minutes là. Non, on va 10 minutes. Merci Vincent pour la technique. Merci, bonne soirée les gars. Merci Auxence, merci Nathan. Et je termine pour la fin parce que Mehdi, ça me fait plaisir de t'avoir parce qu'à chaque fois que tu reviens, j'étais jamais là, je pensais que c'était moi le problème, au final non. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en direct dans l'émission. Ça fait très longtemps, à chaque fois. C'est vrai, ça me fait plaisir. Et on gagne jamais quand tu reviens. Alors attends, la vraie question, est-ce que tu reviens la semaine prochaine?
À la semaine prochaine. Oh là 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 là, ce que demander de mieux. Allez, on embrasse tous les absents, Yves, Fred et Elliot et tous les autres. Un gros bisou à Fred. Ouais, je vous dis pas que je fais pas de bisous à Yves, mais vu la situation, on fait un gros bisou à Fred. On fera pas de bisous à Yves, on lui dira. On embrasse tout le monde, tous les auditeurs et les auditrices. Désolé pour le Facebook Live, on essaiera de faire ça la semaine prochaine, mais sinon, une bonne émission de radio, ça fait toujours aussi du bien. On se retrouve sur 88.3. Bon match vendredi, à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.